Bonjour et bienvenue dans le studio. On ne se retrouve pas cette fois-ci devant le TRS 80 que vous pouvez apercevoir un petit peu à côté parce que j'ai avancé, mine de rien, mais il me manque des pièces pour le réparer. Donc aujourd'hui, je vous ai sorti une machine que j'ai achetée il y a quelques temps. Machine difficile à trouver chez nous en Europe, donc que j'ai fait venir directement du Japon. C'est un Panasonic MSX2. Donc, qu'est-ce que c'est que ces machines-là, les MSX, qui ont été peu connues, on va dire, sur le territoire français. Donc, MSX, ça signifie à l'origine Microsoft Super Extended, car cette machine a été développée par la société ASCII en 1983 suite à un appel d'offres de MITI, donc le ministère international du commerce et de l'industrie japonais, donc Ministry of International Trade and Industry, pour standardiser une machine. Et donc c'est Kazuhito Nishi, donc je vous laisse une photo de la personne de la société ASCII qui a développé ce standard MSX. Celui-ci n'est pas le premier puisque c'est un MSX2. Donc ce sont des machines comme Kazuhito Nishi faisait partie aussi, était vice-président de Microsoft Japon. Ces machines sont équipées de systèmes Microsoft. Donc le DOS comme le BASIC sont des Microsoft, puisque ASCII travaillait avec Microsoft depuis 1978. Les machines MSX, comme c'est un standard, il y a eu beaucoup de fabricants qui ont fabriqué ces machines. Notamment, il y a Yamaha qui a inclus des puces sonores spécifiques dans ces machines. Celle-ci est une Panasonic. Il y en a eu d'autres. Sur l'Europe, on avait Philips notamment qui faisait du MSX. Il y en a eu aussi, il y a eu Sanyo. Il y en a eu dans les pays arabes. Donc, Al-Amia, c'est une marque qui a fait, basée sur le standard Sanyo des MSX pour les pays arabes. C'est une machine qui était, bon évidemment, elle vient du Japon, donc elle était très populaire au Japon, un petit peu en Europe. Mais après le MSX2 qui est cette machine, l'Europe s'est tournée vers les micro 16 bits et donc on n'a pas connu la suite. Donc en 83 il y a le MSX1, celui-ci 85 MSX2, vers 88 on a eu le MSX2+, un peu amélioré, puis finalement en 91 on a eu le MSX Turbo R. On en reparlera puisque ce MSX2 comme le 1 et le 3 est animé par un Zilog Z80 à 4 MHz et quelques, tandis que le Turbo qui viendra après en 91 est équipé avec un processeur R800 qui est un successeur du Z80. Mais on va s'approcher de cette machine et en faire le tour, ça permettra de continuer un petit peu sur son histoire et ses possibilités. Nous voilà devant mon Panasonic, donc voilà ce que j'ai fait venir du Japon. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai une cartouche, j'ai une manette Panasonic plus une autre manette qui vient du Japon, une alimentation et la machine. Si on regarde de plus près ce Panasonic, donc on peut voir qu'il y a un emplacement cartouche ici, mais il y en a aussi un deuxième là. C'est quelque chose de standard sur les MSX. Tous les MSX sont 2 ports cartouches. Qui ne sont pas exclusivement réservés à recevoir des cartouches de jeu comme celle-ci, mais aussi à recevoir des mises à jour sous forme matérielle. Donc on avait notamment sur ces machines des cartouches FM Pack, donc des cartouches de synthétiseurs musicaux différents de celui que pouvait contenir la machine.
Ces machines étaient un standard, donc faites à peu près pareil par tous les constructeurs, à la différence de la puce sonore. Je ne sais même pas ce qu'il y a comme puce sonore dans ce Panasonic, mais il y avait notamment les puces Yamaha et d'autres puces sonores différentes suivant la machine. Donc on pouvait mettre à jour sa puce sonore. Il existait également des cartes mémoire, hein, parce que les MSX sont pour la grande majorité équipés de 64 kg de mémoire de base, comme celui-ci, et donc on pouvait étendre la mémoire à 128K sur les MSX. 128K qui seront nécessaires plus tard pour le DOS sur disquette notamment. On avait aussi d'autres cartouches comme des interfaces RS-232. Pour cette machine-ci, par exemple, qui n'a pas de lecteur de disquette, on peut sur une cartouche avoir un contrôleur de lecteur de disquette. D'un point de vue des autres ports, donc on va dire que la standardisation du matériel de la machine s'arrête un petit peu là, puisque on a un port vidéo RGB sur ce Panasonic qui est spécifique à Panasonic et je dirais même qui est spécifique à seulement certains modèles, dont ce FSA1. C'est pas toujours une DIN comme ça peut varier et elle n'est pas brochée pareil suivant la machine, de la marque de la machine. On a aussi une alimentation qui est custom. Je ne sais pas à quoi sert ce port-là parce que c'est écrit en japonais, pas plus que celui-ci. Mais je vous redirai ça plus tard. Sur le côté, on a deux ports joystick et de l'autre côté, il n'y a rien d'autre que le bouton Power. Cette machine, comme elle vient du Japon, eh bien, je l'ai eue avec une brique japonaise qui est une brique, comme vous pouvez le voir, qui mange du 100 volts. Donc déjà, j'ai été obligé d'acheter un petit appareil pour pouvoir l'utiliser. C'est un adaptateur secteur. Donc voilà, j'ai acheté ce petit chose-là qui est un accessoire de voyage normalement qui permet de faire du 110, pas 100, avec du courant en 230, c'est-à-dire du courant européen. C'est plutôt fait pour les USA, mais on va dire que entre 100 et 110 volts, la différence n'est pas énorme. Sur ce genre de transformateur, ça n'a pas d'impact. Donc on peut l'alimenter en 110. Après, bon, comme je vous en ai parlé, le connecteur vidéo étant custom, eh bien, j'ai trouvé sur un site, bon, je vous laisserai même l'URL si ça vous intéresse, pour cette machine, pour cette FSA1, mais de toute façon, tous sont différents. Je me suis fait un petit adaptateur de la sortie RGB vers Péritel qui me permettra de le brancher. Et j'ai sorti ma petite télé super compatible VGA, HDMI et tout ça, et Péritel bien sûr, pour y brancher ce MSX. Le MSX2 est branché, alors allumons-le. Alors, quand il démarre, eh bien, ce Panasonic nous emmène sur sa page qui est contenue dans la ROM, qui contient des applications dont on n'a vraiment pas besoin de nos jours, on va dire. Malgré tout, on peut aller dans le basique si on fait F8. Mais on peut aussi, je pense, démarrer le basique en enfonçant une touche au démarrage sans passer par ça. Et voilà, donc on est dans le basique de Microsoft version 2 avec ce MSX2. Le MSX1, je pense qu'il a la version 1 du Microsoft de basique. Ensuite, dans les versions 2+, sachant que cette machine est sortie en 85, en 86, Microsoft abandonne MSX. Donc le 2+, qui est sorti en 88, lui, il ne contient pas un basique Microsoft, mais un basique qui a été continué par ASCII. ASCII qui est le créateur du standard MSX. Donc on a un MSX qui fonctionne. Si je l'éteins et que je lui mets une cartouche de jeu, je ne veux pas en mettre 15, j'en ai qu'une.
Voilà. Je la mets dans le port supérieur, peu importe dans quel port je la mets. Et si je le démarre, eh bien, normalement, il devrait démarrer sur la cartouche et ne plus me présenter son menu. Voilà qui est fait. Oh, c'est un petit jeu de MSX. Voilà, c'est une version MSX2 d'un jeu. Comme on entend, il y a du son. Voilà, puis bon, on peut sauter avec la touche 2 et tirer avec la touche 1. Voilà, l'autre s'est sauvé, donc je continue. Voilà, c'est un jeu comme on peut en trouver sur Amstrad avec ce MSX. Mais comme je n'ai qu'une cartouche de jeu et que je n'ai pas de lecteur de disquette, je ne peux donc pas changer de jeu. C'est pour ça que dans les cartouches, il y en a une déjà que l'on peut mettre dans la machine à la place du seul jeu que j'ai. C'est une Beer IDE. Alors, qu'est-ce que c'est que cette Beer IDE? C'est une cartouche pour MSX1, donc qui émule un contrôleur IDE. Et dessus, on a un adaptateur avec une compact flash ici. Et il y a des jeux dans la compact flash. Donc, si je branche ça dans mon MSX2, j'aurai accès au jeu MSX1. Et comme le standard MSX1, comme le 2, avait besoin d'avoir 64 kg de mémoire, celui-là a 64 kg de mémoire. Donc, cette cartouche devrait fonctionner. Donc, on va l'essayer justement, voir ce que ça donne. Alors, la Beer IDE, pour la charger, il est mieux d'appuyer sur Del en faisant power sur la machine. Ça permet de passer cet écran japonais et d'aller directement dans le basique. Voilà, il m'a fait un petit bip, donc je lâche. Et voilà, il démarre directement sur la Beer IDE. Cette Beer IDE utilise MSX Menu et donc les jeux sont sur la compact flash. Donc c'est assez long de trouver un jeu. Donc j'en sélectionne un et je vous retrouve un petit peu plus tard. Voilà un des jeux que je voulais vous charger parce que eh bien, je me suis rendu compte que sur MSX, ce jeu, il utilise exactement les mêmes plateaux que la version CPC. Donc, avec le son à peu près pareil et tout. Mais il a l'air franchement plus rapide que sur CPC, si on regarde la démo, là. Voilà, avec des sons un peu différents aussi. Donc voilà, ça c'est le premier que j'ai chargé depuis la Beer IDE. Pas mal de jeux avec cette version de MSX Menu ont deux modes de lancement. J'avais essayé le deuxième mode de lancement, ça marchait pas. Donc j'ai pris celui qu'ils disent qui n'est pas compatible avec tous les MSX et lui il marche. Je suis pas très satisfait par cette version de MSX Menu. Donc je pense que je vais enlever la compact flash et que je vais la refaire avec un autre système. Donc je vous retrouve avec un nouveau système. Alors démarrons la Beer IDE avec la nouvelle version. Voilà, je vais demander de le charger. Et comme on le voit, on est sur un prompt. Alors, je ne sais pas si ça marche. Non, ça ne marche pas. On est sur le DOS Microsoft version 1.11.
Donc maintenant on a les commandes pour naviguer sur les disques comme si on avait un lecteur de disquette. Mais là en l'occurrence on a un disque dur qui fait 28 mégas et quelques. C'est la limite en FAT12, c'est 32 mégas, donc il fait un petit peu moins. Et donc on peut browser tous les fichiers, on peut parcourir, pardon, lister tous les fichiers qui sont sur ce disque dur virtuel. Et là, je peux charger une des ROM. Celle que je voudrais vous montrer, c'est Salamander, qui est ici, et qui est une ROM qui fait 128 kg. Vous savez que ce MSX2 a 64 kilooctets de mémoire seulement. Mais c'est justement là qu'on va faire un petit arrêt pour discuter de l'organisation mémoire de cette machine. Cette machine est basée sur un Z80, comme les CPC et d'autres machines de la même époque, quoi, même que celui-là est à peu près contemporain au CPC. Et le Z80 a un bus d'adresse de 16 bits, donc il peut adresser seulement 65 535 octets, soit 64 kg de mémoire. Comme vous savez, le 6128, pour avoir 128 kg de mémoire, sachant que le processeur ne sait en adresser que 64, on utilise des banques et on fait pivoter les banques par morceaux de 16 kg sur le CPC. Dans le MSX, on n'a pas une banque. Je vais vous montrer directement le schéma à l'écran, ce sera plus simple. On a des slots qui sont au nombre de 7 slots qui sont numérotés 0, 1, 2, puis 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Ces slots, ce sont des morceaux de 64 kg. Donc, un slot à la fois peut être activé, mais bon, on a des commandes dans le basique qui permettent, et dans la ROM, qui permettent de swapper d'une banque à l'autre, d'un slot à l'autre sur un MSX. Donc on voit que le premier slot, le slot 0, est occupé pour moitié par la ROM principale de la machine. Et ce qu'on peut remarquer dans celui-ci, c'est que les ROM 3.2 et 3.3, elles contiennent au milieu la ROM, la partie desktop, donc la partie applicatif en japonais qu'on voyait tout à l'heure. Donc c'est une des raisons pour lesquelles je vais remplacer la ROM de cette machine, c'est pour supprimer ces applications japonaises et libérer les slots 3.2 et 3.3. On voit dans le slot 3 que c'est la mémoire de la machine, donc c'est les 64 kg de la machine. Et on a le slot 1 et le slot 2 qui sont les slots cartouches 1 et 2. Voilà. Ensuite, on a un petit morceau de ROM qui traîne dans le slot 3.1, mais celui-là, on ne peut pas y toucher. Donc, c'est la modif que je ferai après, c'est supprimer le desktop, donc refaire une ROM qui ne contienne pas et qui libère 2 slots. Donc, ceci étant dit, je vais charger une ROM ici. C'est une ROM de 128 kg qui va se situer, qui va être dans le slot 1 et qui va être vue par morceaux de 64 kg différents. Ah, ben je l'ai vraiment écrit n'importe comment. Hein. Voilà, donc, eh bien, cette ROM ne charge pas. Elle me dit que la puce sonore que j'ai dans ma machine n'est pas la bonne, donc qu'il me faut une cartouche de son spécifique pour ce jeu. Donc, pour résoudre ce problème de son, eh bien, j'ai une autre cartouche que je vais pouvoir mettre dans le slot 2, qui est une cartouche faite par Fabrice,
que vous pourrez trouver si vous le souhaitez sur le Discord. Et je vous laisserai en description de la vidéo le lien vers son site où il propose pas mal de cartouches pour cette machine, pour le MSX. Et cette cartouche, donc compatible MSX 1, 2 et toutes les versions de MSX, permet d'ajouter 2 mégas de mémoire dans la machine. 2 mégas avec un Z80, c'est rigolo. Et de faire l'émulation des cartes son Konami, ASCII ou ASCII 16, ASCII 8 ou ASCII 16. Ce jeu étant un jeu Konami, je l'ai réglé sur Konami, donc elle va pas m'émuler 2 mégas, mais elle va m'en émuler que 512 kg, ce qui est énorme, hein, de toute façon pour cette machine, tout en m'émulant la carte son Konami. Donc je vais éteindre le MSX, je vais installer la carte et je vous reprends quand je suis prêt sur la Biridea. Le DOS 1.1 est rechargé et j'ai mis la cartouche sur la machine. Je vais tâcher de vous la montrer sans faire trop de dégâts. Voilà, elle est là et sa petite LED m'affiche que je suis bien sur Konami. On peut changer la configuration avec les 2 petits boutons là. Donc maintenant, hop, on va essayer de démarrer ce jeu. Et voilà, ça charge et ça me marque bien Konami. Voilà, et on a un des meilleurs jeux, je pense, sur MSX. C'est un jeu MSX 1. Avec le son Konami. Donc je vais faire One Player. Et vous pouvez déjà voir la taille des graphiques et des sprites qui se déplacent. Et on a le son. Ah. Ça va vite, hein. Là, on n'est plus du tout dans le monde du CPC. On est clairement sur une machine bien supérieure. Ah. C'est un genre de R-Type comme on pourrait trouver sur Amiga. Il y a quand même plein de couleurs, c'est rapide, il y a beaucoup de sprites à l'écran. Et voilà, j'ai déjà perdu, mais ça vous donnera un bel aperçu de ce qu'il y a comme beau jeu sur le MSX 1. Donc pour peu qu'on ait du matériel comme des cartouches comme ça pour pouvoir le faire marcher. Donc je vais redémarrer la machine et en choisir un autre. Voilà, j'en ai préparé un autre et j'ai tapé avant pour éviter les fautes de frappe. Il faut savoir que toutes ces ROM ont besoin de la carte son SCC, autrement appelée Konami, parce que les cartouches à l'époque de ces jeux contenaient la puce sonore directement dans la cartouche. Donc je vous ai chargé F1 Spirit, qui est toujours un jeu pour MSX 1. Alors, game, un player. Ready made, on va prendre la voiture bleue.
Et c'est un jeu de voiture en vue de dessus, avec une belle musique sur la puce Konami. Ah, j'en ai poussé un à la faute. J'ai approché un petit peu la caméra de l'écran quand même, c'est mieux. Donc voilà, c'était ça, c'était F1 Spirit. Donc bon, bah j'ai pris le premier niveau, donc il est relativement facile. Mais le jeu se complique le plus on avance. Je vais passer au suivant et je vais vous mettre un jeu qu'on pourra comparer. Je vais mettre sa version MSX1 et ensuite je mettrai sa version MSX2. Je vais rester en Konami parce que j'ai pas d'autre mapper de ROM que le mapper Konami. Donc je change tout de suite de jeu. Le dernier que je vais vous passer, c'est Kings Valley 2 en version MSX1 et ensuite on le lancera en version MSX2 et on pourra voir la différence sur ce même jeu entre le MSX1 et le 2. Bon, on va faire normal. Bon, c'est toujours un jeu Konami, bien sûr. Ah, j'ai utilisé la pioche. Je suis nul. Bon, ben voilà, j'ai déjà perdu. Mais bon, comme ça fera... je pense que je peux pas le... Non, je peux pas le battre. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, je vais passer tout de suite à la version MSX2. Puis, comme ça, je pourrais mettre la capture à côté. Et on pourra comparer les deux jeux. Lançons la version MSX2. C'est quand même vraiment plus rapide de les charger comme ça qu'avec le MSX menu que j'avais avant sur la Biridee. Alors on voit déjà que c'est pas les mêmes couleurs. Tout à l'heure on avait du rouge, là on a du gris. Alors, comment on creuse? Ah. Haha. Tout à l'heure, j'ai réussi à creuser. Comment j'ai fait?
Bon, c'est pas que je sois très très bon dans ce genre de jeu, hein. Ça c'est... il faut... j'ai beau appuyer sur tous les boutons, ça ne marche pas. Je peux plus sauter et je peux pas creuser. Mais en tout cas, ça permettra de voir la différence. Il y a quand même plus de couleurs en version MSX2. Voilà, donc maintenant, moi, ce que je vais faire sur cette machine, c'est qu'on va passer... on est sur le DOS 1 avec la BIR IDE. Je vais prendre une carte qui est plus évoluée. Qui est celle-ci. C'est une autre cartouche donc qui est faite pour MSX2 et qui contient le DOS 2. Donc la capacité d'avoir des sous-dossiers et des choses comme ça, contrairement au DOS 1. Mais pour l'utiliser, il faut 128 kg de mémoire dans la machine. Donc il faut le mapper qu'a fait Fabrice avec l'extension mémoire. Mais cette cartouche n'est pas compatible avec mon MSX à cause de la ROM et des slots 3.1 et 3.2 utilisés, 3.2 et 3.3 utilisés par la version japonaise. Donc ça va nous faire l'occasion de découvrir l'intérieur de la machine puisque je vais remplacer sa ROM. Donc je l'ouvre et je vous retrouve. Voilà ce MSX2 démonté. Donc déjà la première chose qu'on peut faire, puisque je me suis un petit peu renseigné quand même, c'est finir de regarder un petit peu les ports de la machine. Donc ici on a une sortie RF avec son réglage de canal. Ça c'est la sortie RGB qu'on a vu tout à l'heure. Ça ce sont des sorties composites et le son analogique. Ça c'est la sortie RGB qui contient également le son, donc c'est ça que j'ai utilisé. Non, la RGB, pardon, contient aussi le son, donc c'est ça que j'ai utilisé. Je ne me suis pas mis sur la sortie analogique. Et ce port-là est un port cassette. Voilà, c'est quelque chose qui est nécessaire dans le standard MSX. Et ce port-là est aussi un port nécessaire sur les MSX. C'est dans le standard. C'est un port imprimante. Donc tous les MSX ont ce mini-port-là sur lequel on met un câble spécial pour pouvoir y brancher une imprimante. Le MSX a aussi une trappe à pile ici. Et d'ailleurs, comme il tourne de Microsoft, quand il est bien planté, ça m'est arrivé hier, eh bien, il faut le débrancher et enlever les piles. Ah là là. Pour le déplanter. Alors, après, cette carte mère, comment est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'il y a sur cette carte mère? On voit, elle est relativement simple, il n'y a pas énormément de composants. On a ici le Z80. On a la RAM de la machine qui est deux puces de 64 kg sur 4 bits, donc ça nous fait 64 kg sur 8 bits au total. Ici, on a la puce vidéo, donc elle a une puce vidéo dédiée. Et justement, ce qui fait tout l'intérêt du MSX, c'est qu'il a une RAM vidéo qui est complètement dédiée et séparée de la RAM de la machine. Donc ici, c'est pareil, c'est des puces de 64 kg sur 4 bits. Il y en a 4, ça nous fait 128 kilooctets de mémoire graphique. Pour le CPU graphique, c'est ce qui permet tous ces graphiques qu'on a. Ici, on a la ROM. Je suppose qu'ici, c'est le circuit FM qui doit être là. Justement, le fait de remplacer la ROM me permettra d'exploiter le circuit FM. C'est pas possible avec la ROM actuelle de l'exploiter avec des mappeurs qui chargent des ROM virtuellement, sans utiliser de cartouche. Donc remplacer la ROM me permettra à mes mappeurs d'utiliser le son FM qui est intégré dans la machine. Voilà, donc la ROM c'est ici. J'ai acheté une Winbond 27C512, donc qui est pin compatible, et c'est une EEPROM, donc vraiment plus facile à écrire puisque ça s'écrit beaucoup plus vite et ça s'efface avec le programmateur d'EEPROM. Il n'y a pas besoin de le mettre sous UV. Voilà, donc je vais pas vous retenir. Elle devrait être facile à dessouder parce que comme on voit sur cette ROM, il n'y a pas de soudure sur cette face. Elle est vraiment que de l'autre côté, la soudure. Donc je pense que ça devrait être facile à dessouder. Comme de la manière dont il est monté. Donc je fais sauter la carte mère de ce boîtier.
et je vais installer un socket ici. Je vous reprends un moment pour vous montrer le dessous de la carte mère. Comme vous avez pu le voir tout à l'heure, il n'y a aucune piste de l'autre côté, mais ce n'est pas pour autant une carte mère simple couche. En fait, comme on le voit, il y a deux couches de ce côté-ci. Il y a une première couche qui est faite sur le PCB et une deuxième couche, on dirait, qui a été recollée par-dessus. Ce qui fait que comme il n'y a pas du tout de cuivre de l'autre côté, j'ai juste eu avec ma pompe à dessouder à aspirer chaque serrure, chaque soudure, pardon, et la ROM est tombée toute seule. Donc sans la chauffer, elle doit être absolument impeccable. Voilà, donc ça c'est dessoudé super facilement. Donc eh bien je remets un socket et on va pouvoir tester la machine avec une nouvelle ROM. Voilà, la nouvelle ROM est montée, elle est ici. Et normalement, cette ROM est compatible MSX 2+. Donc, c'est-à-dire qu'il manquera toujours quelque chose dans cette machine pour en faire un 2+. Il faudrait que je change la puce graphique qui, dans le 2+, a évolué. Mais je vais avoir le synthétiseur FM et je vais être passé en BASIC 3. Donc, je serai compatible MSX 2+, en grande partie. Donc, je remonte la machine. Et je vous reprends. Nous voici maintenant devant mon MSX presque 2+. Si je le démarre, il va se comporter différemment puisqu'il va m'afficher sa mémoire au lieu de m'afficher l'animation MSX. Voilà, 64 kg de mémoire et il va directement sous le BASIC maintenant puisqu'il n'a plus les applications en japonais, le desktop japonais. Alors, maintenant pour l'utiliser, par contre, il faut que je le monte à 128 kg de RAM pour pouvoir utiliser les mappeurs. Donc, la carte de Fabrice, je vais désactiver les mappeurs et mettre les deux petits interrupteurs en bas, ce qui va me faire une carte qui fait 2 mégas de mémoire. Donc voilà, on va rééteindre la machine, je vais insérer la carte et on va voir la différence. Je le démarre et hop, 2048 kg de mémoire. Donc on a les 2 mégas. On n'a pas plus de mémoire disponible sous le BASIC, qui d'ailleurs est passé en version 3 par rapport à avant la version 2. Et donc maintenant, on va pouvoir utiliser une cartouche un peu plus évoluée qui va utiliser le DOS 2. Donc je l'insère et je redémarre la machine. Et cette fois, plus besoin d'appuyer sur DEL. Il devrait me démarrer ma cartouche directement, chose qu'il fait. Alors, il va passer en plus haute résolution, les résolutions 2 et 2+, et me démarrer un logiciel qui s'appelle Sofarun, qui est vraiment plus pratique pour sélectionner les images. L'image que j'ai sur ma SD a été faite par Fabrice et la particularité c'est qu'elle s'interface entièrement avec sa carte violette et quand je vais sélectionner des jeux, il va me configurer le mapper qui correspond au jeu que j'ai sélectionné. Donc si je sélectionne un jeu Konami, il va me charger le mapper Konami sur la carte violette qui est dessous, carte qui d'ailleurs contient un FPGA pour pouvoir émuler le son Konami. Et voilà, donc on peut naviguer avec la manette et on peut, voilà, on a des sous-dossiers où on peut trier les jeux par type de carte son. Et il suffit de les lancer pour les avoir. Donc je vais lancer Space Mambo. Et il va charger donc la cartouche virtuelle et me lancer le jeu. Encore une fois un jeu Konami parce que ce sont quand même les plus aboutis, je dirais,
sur les MSX, MSX2. Push a button. Voilà, il a une intro, hein, bien sûr, comme la plupart des jeux sur cette machine, où il vous fait des animations, vous montre une histoire, mais là j'ai chargé directement le jeu. Oh, il y a des petits bugs graphiques. Et voilà un jeu MSX2, MSX2+ également, qui va à toute vitesse. Bon, je pense qu'il s'attend quand même à ce que j'ai une puce graphique un peu mieux. Ouah! Ah, il y a quand même des petits glitches. Ah non, non, faut pas que je me le prenne. Ah, il fallait pas détruire le véhicule, mais détruire ce qu'il y a dessus. Ah, presque. Ah, c'est un jeu difficile, hein. Mais on voit la taille des graphiques, hein. C'est, je pense que je vais élire ce MSX le meilleur micro 8 bits, hein, je dirais. Hein. Parce que les jeux sont quand même phénoménaux pour une machine à base de Z80. Donc voilà, j'ai perdu. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire encore sur cette machine? C'est que Fabrice, eh bien, la carte Mega ESE qui fait 2 mégas est une carte relativement chère et à laquelle il faut ajouter encore une autre carte pour avoir le support IDE et pouvoir mettre des compacts flash et charger des jeux. Il est en train de développer une nouvelle carte, donc je vous en montre une photo ici, qui est une carte qui sera un petit peu moins chère, mais elle n'aura pas 2 mégas, mais 512 kg de mémoire. Elle pourra émuler l'ASCII 8 et l'ASCII 16, mais pas le Konami. Mais par contre, elle a un port d'extension dessus qui lui permet de mettre une cartouche Konami. Notamment dans les moins chers qu'on peut trouver sur le marché, il y a F1 Spirit que je vous ai montré tout à l'heure. Et dans ce cas, il utilise la puce sonore de la cartouche Konami pour émuler le son Konami SCC. Voilà, donc c'est une nouvelle cartouche qui va arriver bientôt. Pour terminer sur ce MSX, eh bien, comme à mon accoutumé de plus en plus, je vais vous passer une démo. Alors, on va démarrer la démo. Alors, j'espère que cette vidéo sur les MSX vous aura intéressé. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un pouce sous la vidéo. Et n'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord où il y a plein de spécialistes, Thomson, CPC, et MSX maintenant, Amiga et tout ça. Alors, moi je vous dis bonne démo, portez-vous bien et à la prochaine.